Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans cet épisode, au-delà de l'analyse des matchs, nous explorons les nouvelles règles et réglementations qui transforment le championnat de water-polo. Découvre comment le passage à un bassin de 25 mètres et la réduction du temps d'attaque à 28 secondes impactent le jeu. Nous discutons également des implications de l'augmentation du nombre d'étrangers autorisés par équipe et des ajustements stratégiques que cela entraîne. Rejoins-nous pour une analyse approfondie de ces changements et de leur influence sur la compétition, ainsi que forcément le débriefing des matchs du week-end. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode, nous allons enfin attaquer les championnats de France de water-polo et pour ouvrir le bal de ces championnats, on attaque avec le championnat élite masculin. Donc 4 matchs étaient au programme puisque pour rappel, on a 9 équipes dans ce championnat et malheureusement, je dirais que 3 seulement ont pu se dérouler puisque le 4e match Montpellier-Taverny, donc pour cette première journée, est déjà reporté à une date ultérieure, le 22 novembre. Avant d'attaquer sur les matchs, petit rappel des règles, puisque nouvelle saison, nouvelles règles, malheureusement. On n'a pas de stabilité, on en a déjà parlé dans différents épisodes et avec quelques-uns de nos derniers invités. Donc, nouvelles règles pour ce championnat. Donc, on joue maintenant en bassin de 25. Il y a quelques temps aussi, on en a parlé aussi, freiner quelques équipes pour monter puisqu'elles n'avaient pas ce bassin, maintenant elles pourraient y postuler puisqu'on est en 25 mètres. Le temps d'attaque est passé à 28 secondes au lieu des 30 secondes. S'il y a un tir, on passe à 18 secondes pour la deuxième tentative, qui est aussi également le temps d'exclusion du joueur au lieu de 20 secondes. À la mi-temps, on passe à nouveau à 5 minutes au lieu de 3 la saison précédente et 14 joueurs sont présents sur la feuille. Pour attaquer cette première journée, Frédéric, je te propose d'attaquer par Marseille-Nice, le derby du Sud, mais qui n'a plus la même saveur qu'il y a quelques décennies. Et sans grande surprise, Marseille qui a déroulé son jeu et qui s'impose 22-7 malgré, j'ai trouvé un Nice qui a, pas au début, mais au fil du match, en fait, a quand même essayé de travailler, proposer différentes défenses, essayer de proposer des choses en attaque. Quelques bonnes surprises côté niçois, on va dire, avec la nouvelle recrue Tissaï qui a été intéressant dans le match et la pointe Sirovec qui a été pas mal aussi dans ce match. Côté marseillais, on avait donc absence de Spajic et Gabamassi qui semblent être blessés aussi, donc un choix facile pour Milo Stepanovic. Et une équipe quasiment dans sa configuration classique, ça sera un peu l'équipe qu'on retrouvera régulièrement. Donc avec l'intégration de Nagy, nouveau venu, Drazovic, Kalogeropoulos et Canovas. Frédéric, quelques remarques par rapport à ce match? Ouais, Christophe, pour compléter les changements de règles que tu as énoncés juste avant, on peut rajouter que maintenant on passe donc à 5 étrangers dans le championnat. Donc Marseille avait la possibilité de choisir sur les 7 étrangers dont ils disposent, il fallait qu'ils en choisissent 5, ils l'ont fait. Donc écoute, ça a été l'occasion pour le public marseillais de voir les nouveaux arrivés dans les étrangers. Radomir Drazovic qui a quand même gagné l'or olympique à Paris l'année dernière avec la Serbie. Adam Nagy qui est un titulaire depuis un petit moment maintenant de l'équipe nationale hongroise. Et puis le jeune talent Kalogeropoulos qui joue aussi avec la Grèce qui était à Paris. Sans oublier donc le français Loris Canovas qui faisait ses débuts sous le maillot marseillais. Écoute, pas grand suspense, hein, on n'avait pas trop d'attente par rapport à ce match-là. Et puis Marseille a fait le job, j'allais dire, en creusant un écart tout de suite de 5-0. Et puis ensuite, écoute, a maintenu cet écart là à 9-2, 11-4, 12-4. Vu les forces en présence, l'écart n'a fait que gonfler au fur et à mesure du match pour finir à 22-7, donc à moins 15 quand même à l'arrivée. C'est quand même un peu lourd.
même si Nice a fait, comme tu l'as dit, a pas démérité, mais ne peut pas opposer grand-chose au rouleau compresseur marseillais. Marseille qui revenait, alors on va dire un peu stage, match, d'entraînement, en Californie, à Berkeley, à l'université de Caltech. Ils sont revenus, jeudi, donc quelques jours après, je pense qu'ils avaient encore un peu le décalage horaire dans les jambes, donc il y a quelques temps morts un peu dans ce match, donc où ça a un peu nagé. Les nouvelles recrues, marseillaises, se sont bien illustrées puisqu'elles ont toutes marqué. Et à noter quand même, l'implication, j'ai trouvé, et la prise d'initiative de Canovas, qui a pris ses marques et qui a même été à un moment, qui a pris le ballon, je dirais presque un peu avec autorité, pour tirer, un des derniers pénaltys, accordés à Marseille. Et puis, des forces en présence marseillaises, toujours au rendez-vous, Thomas Vernou qui a montré tout son talent encore dans ce match, avec quelques beaux gestes, notamment à la pointe, puisqu'en fait, Michael Bodegas et lui étaient les joueurs pour jouer en pointe, alors que quand tu auras peut-être la Coupe d'Europe entre Gabamassi et Spajic, ça fait potentiellement 3 pointes, et qui permettra, ce choix-là, de mettre Thomas Vernou plutôt en périphérie, je pense. À noter aussi que Arshak, Ovanisian, est rentré en 4e période, qui a fait une bonne rentrée, qui a été présent en fin de match. Et puis voilà, de temps en temps, on sentait un peu la fatigue peut-être du déplacement des Marseillais. Et Nice, qui a fait quand même son jeu, qui a pas fermé le jeu, donc c'était quand même pas trop désagréable à regarder. Quelques soucis techniques sur la diffusion, c'est un petit peu dommage. Cosmer, côté niçois, qui a bien tenu son rang aussi, qui a pas mal limité, quand même, la déferlante, marseillaise. Et puis, sans grand suspense, effectivement, Marseille qui a dominé ce match et qui s'est imposé facilement. On passe au deuxième match de cette première journée. Donc Strasbourg accueillait Bordeaux, le promu Bordeaux, donc avec un effectif, on l'a évoqué récemment avec Patrice Pecker, bien renouvelé, et une entrée difficile pour Bordeaux, qui est défait 19-4, qui a marqué un but dans chaque période, qui a tenu un petit peu dans le match la première période, puisque la première période se finit que 3-1 en faveur de Strasbourg, avec un Julien Hoffner qui a longtemps retardé l'échéance et le rouleau compresseur strasbourgeois. Et puis ça se voit, hein, le score par période, 3-1, 5-1, 4-1, 7-1. Donc Strasbourg qui a vraiment commencé à accélérer en deuxième période, qui a pris la mesure de son adversaire, qui a mis son système en place, qui a profité des nombreuses erreurs de Bordeaux, notamment en zone plus, puisque Bordeaux a eu pas mal d'actions pour concrétiser les zones plus, et qui malheureusement ne sont pas allées jusqu'au bout, et qui paye cher ce premier match. Ça va être compliqué pour eux, mais bon, je pense qu'ils étaient, même si le déplacement était long pour eux, c'est pas leur championnat. Je pense qu'ils devront plutôt s'atteler à jouer les équipes comme Taverny, Nice, l'autre équipe promue, Douai. C'est plutôt à ce niveau-là qu'ils vont devoir batailler. Mais là, le team Strasbourg a fait un cavalier seul durant tout ce match. On parle souvent de l'écart qui existe entre l'élite et la N1. Bordeaux, l'année dernière, si tu enlèves les défaites contre Douai, ils ont perdu à Monaco au penalty, mais si tu enlèves les défaites contre Douai, c'est une équipe qui a fait quasiment un sans faute à l'étage en dessous, et tu t'aperçois que quand tu montes à l'étage supérieur, alors comme tu l'as dit, ils joueront pas Strasbourg non plus tous les week-ends, hein, mais quand tu montes à l'étage supérieur, tu vois, tu finis à moins 15, 19-4. Il y a un gouffre entre la N1 et l'élite, un gouffre physique surtout. Alors physique dans la puissance et puis aussi la capacité de rotation des équipes, hein. Les équipes dans le haut du classement d'élite ont quand même un 13 qui, alors même si le 13 n'est pas homogène, mais il y a un 13 quand même qui est assez efficace. Dès que les petites équipes sont pénalisées par la fatigue, par les fautes graves, par le manque de rotation, tout de suite tu finis le match avec un 7-1 dans la dernière période, et l'écart, j'allais dire, n'a fait que gonfler au fur et à mesure que le match avance. Donc ça prouve bien que il faut jouer 4 périodes en élite, et même si tu peux faire un écart ou quoi que ce soit, résister au début avec tu vois le 3-1,
Mais finalement, ensuite, quand la machine se met en marche, t'as du mal à résister, t'es balayé. Donc, écoute, entrer en matière difficile pour les Bordelais, je pense qu'ils s'y attendaient un petit peu. Et puis, on verra s'ils sauront réagir lors de la prochaine journée. Oui, on l'espère pour eux et que l'écart pourra se resserrer. À noter dans ce match, donc côté notamment strasbourgeois, Hugo Fontani au rendez-vous. Pareil côté bordelais, hein, Julien Hoffner qui a souvent été forcément le dernier rempart de son équipe, mais pas forcément aidé justement par sa défense. Donc à un moment tout seul, c'était compliqué, mais il a longtemps retardé un peu certaines échéances. Intégration des jeunes Chonia dans l'équipe strasbourgeoise ainsi que l'international maltais, c'est pas forcément, on n'en voit pas beaucoup, Valletta, jeune de 19 ans qui joue dans l'effectif strasbourgeois. Jovanovic aussi qui avait participé je crois au championnat d'Europe U18. Également, la bonne intégration des nouveaux venus, hein, Furman, Kouyasic, Chandieu qui ont participé à la victoire. Corentin Duté qui a fait une belle 4e période aussi, qui a remplacé Hugo Fontani. Enfin aussi dans ce match, alors c'est un à côté du match, mais une belle animation lorsque les joueurs strasbourgeois marquent des buts avec tout un univers de super-héros. J'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, c'est dommage, on entend bien le commentateur de la piscine, mais je trouvais que le plus du commentateur aussi sur la diffusion du match était intéressante. Et je profite également pour saluer, en tout cas j'espère que ça va durer. On avait quand même 2 matchs sur la plateforme Sporthall, donc si vous voulez suivre les matchs, vous pouvez le faire. Les matchs semblaient être diffusés gratuitement, donc parce qu'ils sont sponsorisés par un des partenaires de la fédération. Et du coup, on a pu regarder ces matchs-là en direct. On passe directement au 3e match, celui qui, sur le papier, était le plus intéressant. 7 qui recevait Aix-en-Provence, avec une équipe aixoise pas mal modifiée, notamment aussi par son encadrement. La première du duo Alexandre Collin, Enzo Katz sur le banc. Et Aix qui s'impose 16-11, malgré ce qui est indiqué sur le site fédéral, il y a bien eu 11 buts. Et finalement, Aix qui n'a jamais été inquiété dans ce match et qui n'a pas perdu encore contre 7 depuis 2023, donc une équipe qui réussit bien aux Aixois. Et c'était le match le plus serré sur le papier, effectivement, dans son résultat. Il y a 7 qui était privé de sa pointe principale pour blessure, et aussi ces nouveaux joueurs, Vasine notamment qui jouait à Montpellier l'an passé, un bon Tomic qui s'est illustré. Alors en fin de saison on le voyait plus trop. Le retour de Rossi aussi qui avait été blessé en fin de saison, qui a repris sa place et qui a fait de beaux arrêts dans ce match. Kandic également, puisqu'on a 10 arrêts pour Kandic et 9 côté Rossi. Ouais, Christophe, écoute, c'est le match le plus indécis de cette journée. Un match qui présentait donc la particularité, puisque tous ceux qui suivent le polo depuis très longtemps maintenant, depuis 20 ans, c'est la première fois qu'on n'avait pas Alexandre Don Simoni sur le banc, remplacé par un autre Alexandre Collin. Donc une première qui était, je veux pas dire risquée pour lui, mais match à l'extérieur, match contre une équipe 7 qui est un peu capable du meilleur comme du pire. Donc même si, comme tu l'as dit, Aix s'impose régulièrement contre 7 ces dernières années, c'était pas forcément une première facile. Écoute, Aix s'en est très très bien tiré, s'en est très bien sorti, sans trop, j'allais dire, douter. Hein. Ils ont pris les choses en main en menant 4-1 assez rapidement. Et puis, écoute, 7 a bien réagi en revenant à 6-5. Et puis là, Aix a remis un coup d'accélérateur pour repasser à 10-5 et tuer un petit peu dans l'œuf les espoirs sétois. C'était l'occasion aussi de découvrir cette équipe quand même grandement remaniée. Hein. On a toujours Kandic, on a toujours Mathias Bachelier, les Bétails, tout ça, mais écoute, une bonne intégration du japonais Ogara qui met 4 buts. Donc cette tradition nippone, Shiga, Watanabe, et puis lui maintenant le 3e japonais qui met 4 buts. Matteo Lena qui apporte sa pierre à l'édifice en mettant 2 buts. Et puis alors je veux pas toujours focaliser sur les buteurs, mais
Et celui qui a fait du bien aussi, c'est Mehmet Yılmaz, le solide, la solide pointe turque. Et puis un joueur, comme j'avais dit, que je connaissais pas du tout, Cavano, qui met ses 3 buts quand même dans le match. Donc, écoute, un mélange d'expérience et de jeunesse. Et puis, Aix en est très bien sorti de manière complètement logique et lance très bien sa saison à l'extérieur. Je pense que Sète sera un peu en difficulté cette année quand même. Ils vont devoir batailler grandement. Ils avaient fini 6e l'année dernière, mais à la faveur d'un barrage contre Reims que Reims avait plus ou moins balancé quand même. Faut pas se mentir. Ils avaient grappillé une 5e place qui est un peu un trompe-l'œil. Donc, Sète devra batailler grandement cette année. Et puis, écoute, Aix fait une très beau début de championnat. Oui, tu l'as dit, là, en citant un peu les buteurs, mais au-delà des buts, Yılmaz qui joue à la pointe a provoqué des bonnes exclusions ou des pénaltys qui ont permis, parce qu'il y a 2 ou 3 pénaltys qui ont été sifflés en faveur de Aix-en-Provence, 3 d'ailleurs, oui, je crois. Ogara, effectivement, Cavano, Yılmaz se sont bien illustrés. Les 2 frères Lena étaient sur la feuille, un a marqué, l'autre non. On sent que il y a du potentiel sur ces nouveaux arrivés. Cavano qui a été pas mal présent. Bon, ils ont raté des choses, mais on sent que voilà, ils ont de l'envie, ils ont envie de bien faire. Une équipe qui a pressé, qui physiquement a aussi surpassé les Sétois, hein, qui a fait un pressing un peu tout terrain. On sentait que physiquement l'équipe aixoise était en place, donc probablement une bonne préparation, en tout cas pour attaquer ce championnat. Après, on verra sur la durée, sachant qu'il y a un large temps mort pendant l'hiver, donc ça donnera sûrement l'occasion aux équipes de faire une deuxième préparation pour attaquer la deuxième partie du championnat. Une bonne équipe aixoise qui prend ses marques et cette, ouais, je confirme, je pense que ça va pas être simple, mais qui peut potentiellement, voilà, dans ce qu'on a pu peut-être apercevoir, on a peut-être un trio, même si, voire un duo, on a Marseille qui devrait être devant. Après, je pense qu'on a un Strasbourg-Aix. Et puis après, on a peut-être Montpellier, 7 qui peuvent batailler. Et enfin, Nice, Taverny, Douai et Bordeaux qui devraient se disputer les dernières places. Je voulais revenir quand même sur un petit élément. Hugo Fontani, dans le dernier épisode, du coup, nous en avait parlé, sur sans les incriminer complètement, mais sur le match frustrant pour lui, ex-Strasbourg, lors de la demi-finale. Mais j'ai trouvé que les arbitres dans les différents matchs devaient peut-être se remettre aussi en rythme. Donc c'est pas évident peut-être avec les nouvelles règles, mais il y avait quelques coups de sifflet, notamment qui auraient pu être mis sur notamment des corners, tout simplement. Alors après, ça va vite, hein, mais la balle qui est touchée par le gardien, mais qui n'est pas sifflée. Donc les équipes râlent pas trop, mais je pense je pense qu'il faut que les arbitres se remettent aussi dans le jeu, comme les équipes, et que tout le monde puisse nous proposer un spectacle de qualité pour les spectateurs et les téléspectateurs, et que nous, derrière aussi, on ait plein de choses à raconter sur ces matchs. 4e match aussi prévu, hein, Montpellier-Taverny, reporté au mois de novembre. Malheureusement, on ne connaît pas la raison. Piscine indisponible, préparation peut-être de l'Eurocup pour Montpellier qui aura lieu, je crois, le 3, 4, 5 octobre à Montpellier d'ailleurs. Pas plus d'infos de mon côté. Fred, peut-être Non, j'ai pas d'infos non plus. La seule info que j'ai, c'est que tu fais une première journée de championnat à 3 matchs. 3 matchs, ça fait, on veut pas, le championnat vient de commencer, donc on veut pas jouer les rabat-joie, mais 3 matchs dans un championnat qui se veut être professionnel, ça fait pas lourd quand même. Alors déjà, il y a la difficulté du championnat impair, où il va falloir caser quand même des dates. Donc des dates, puisque Douai était la seule équipe non représentée sur cette première journée, puisque c'était l'exempt. Il y a un exempt à toutes les journées. Je suppose que les clubs vont se débrouiller pour jouer en semaine, parce que quand tu as un championnat à 9, ça fait 16 matchs. Si tu as un exempt à chaque journée, ça fait 7 journées, ça fait 16 semaines. Donc 16 semaines, ça fait 4 mois. Je doute quand même que le championnat... Ça montre bien les conséquences quand même d'un championnat impair. C'est-à-dire que si tu joues que le samedi, tu as 16 semaines en plus à trouver dans ton calendrier. Vu que tu as parlé tout à l'heure à juste titre des 3 mois d'arrêt du championnat pour la préparation des championnats d'Europe EDA, tu t'aperçois tout de suite que les 16 semaines, ça va être problématique. Donc j'espère qu'ils vont réussir à trouver des dates au milieu des semaines,
mais c'est pas facile. Et donc, on a eu une première journée composée seulement de 3 matchs. C'est quand même pas terrible. Donc, écoute, j'ai pas de nouvelles de Montpellier. J'ai envoyé un message en leur demandant un petit peu les raisons pour lesquelles la journée avait pas eu lieu. Je pense pas que ce soit la Coupe d'Europe, hein, parce que tu peux préparer une Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, c'est bien de préparer une Coupe d'Europe en jouant un match de championnat avant. Mais bah, écoute, on verra les raisons qui ont fait qu'il y a eu que 3 matchs. Voilà. Oui, c'est regrettable qu'on ait si peu de matchs et pareil, hein, on l'a évoqué avec plusieurs de nos invités, hein, mais c'est que pour aller chercher des partenaires avec si peu de visibilité, si peu de matchs, ça reste compliqué. Et malheureusement, ça va pas forcément aller en s'arrangeant puisque sur la deuxième journée, on a un match Nice-Strasbourg qui se jouera le mercredi 17 septembre. Donc là, bon, je pense que c'est peut-être lié au déplacement de Strasbourg en Coupe d'Europe pour se mettre dans des meilleures conditions. On a Marseille qui accueillera Montpellier, donc le 20 septembre. Bordeaux, tout de suite, le match des promus. Bordeaux qui recevra Douai le 20 septembre également. Et le match Taverny 7 est décalé au 21 février, mais le match 7 Taverny, lui, devrait se dérouler le 4 octobre, donc il correspond à la journée 12. Et Aix-en-Provence sera exempt. Donc, encore un championnat compliqué à suivre. Donc, tu t'aperçois que Taverny, au bout de 2 journées, alors qu'ils n'ont pas encore été une seule fois exempts, n'aura pas encore joué de match. Ils n'ont pas joué à Montpellier, et là, tu m'annonces qu'ils joueront pas, que leur match contre 7 n'a pas lieu à la même date que les autres matchs. Ouais, il y a une inversion, mais 2 journées de championnat où t'as Taverny qui doit jouer 2 matchs et qui les joue pas. Donc, bref. Bon, après, il y a peut-être des raisons de piscine fermée, tout ça que nous connaissons pas, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant sur si peu d'équipes, si peu de matchs, d'avoir une visibilité comme ça. Donc voilà, sur, comme tu l'as dit, un championnat qui se veut professionnel, on veut professionnaliser les choses, et malheureusement, le calendrier, il suit pas, quoi. C'est bien dommage. Si tu veux revenir au professionnalisme, quand tu vas sur les sites de sport, tu prends l'équipe. Alors, il peut effectivement des fois y avoir des changements, mais le calendrier de basket, le calendrier de volley, le calendrier de foot des sports professionnels, il est établi au début et il suit. D'abord, c'est enfin que des championnats pairs, à équipe paire, et puis le calendrier il suit. T'as pas un championnat de foot qui commence avec le PSG qui commence son championnat avec déjà 2 matchs reportés et qui joue pas en même temps que les autres. Tu peux avoir des aménagements quand il y a des coupes d'Europe et tout ça, mais là à Taverny c'est pas le cas. Donc voilà, enfin bref. Bon, le basket est compliqué à suivre, hein. Souvent, il y a des matchs entre le mercredi, jeudi. Enfin, il y en a 2, 3. Bon, c'est pas très clair non plus. Mais bon, en tout cas, pour ce qui nous concerne, le water polo, à nouveau, petite déception de ce côté-là. On va essayer de remettre un peu de lumière, puisqu'il y a quand même des choses intéressantes au niveau international qui se préparent. On l'a un petit peu évoqué avec ce que tu as dit sur la trêve et la préparation des championnats d'Europe A, où l'équipe de France participera. Et on a eu donc les tirages au sort. Frédéric, tu veux nous communiquer les groupes? Ouais, donc le championnat d'Europe qui aura lieu donc à Belgrade, la capitale de la Serbie. Le championnat d'Europe qui aura lieu du 10 au 25 janvier 2026. Donc 4 groupes de 4. Donc le groupe A qui nous concerne au premier chef puisque c'est le groupe où évolueront les Bleus, composé du Monténégro, de la Hongrie, de la France donc et de Malte qu'on va retrouver. On les avait joués en qualif. Je vais expliquer un petit peu après la formule du championnat, mais donc le groupe A, le groupe B, donc on sera jumelé ensuite avec le groupe B si on bat Malte. Donc les 3 premiers de chaque groupe se retrouveront ensuite dans 2 groupes de 6, comme ça a lieu un petit peu au handball, et les 2 premiers de ce groupe de 6 seront qualifiés pour la demi-finale. Donc les matchs qui ont eu lieu dans la première phase compteront, hein, les matchs seront comptabilisés. Donc on jouera 3 matchs, admettons qu'on batte Malte et qu'on perde le Monténégro et la Hongrie. On basculera de l'autre côté avec le groupe B. Donc le groupe B qui est composé de la Slovénie, la Grèce, la Croatie et la Géorgie. Et donc, si les Slovènes sautent, on jouera 3 matchs contre les Grecs, les Croates et les Géorgiens, en espérant finir dans les 2 premiers. Les 2 premiers seront qualifiés pour les demi-finales. Donc, c'est une autre formule qu'habituellement, il y avait un quart de finale, une demi. Là, il n'y a pas de quart de finale. Il faut absolument sortir dans les 2 premiers du groupe de 6. Le groupe C est composé de 2 nations majeures que sont la Serbie et l'Espagne, et de 2 nations, j'allais dire un peu moindres, Israël et les Pays-Bas, et seront jumelés avec le groupe D,
qui verra donc l'Italie vraisemblablement avancer dans le tournoi sans trop de surprises dans ce groupe-là. L'Italie, la Turquie, la Roumanie et la Slovaquie. Donc on peut logiquement peut-être voir dans ce groupe D Italie-Roumanie, Italie-Roumanie, après la troisième place, ça va être un peu plus compliqué, et croiser avec Serbie, Espagne, Hollande. Et puis après, il en faudra un qui saute entre la Serbie, l'Espagne et l'Italie. Et puis nous, écoute, Monténégro, Hongrie, Croatie, Grèce, France, Géorgie, c'est quand même beaucoup plus dense dans cette partie du tableau-là. Et il faudra en dégager deux. Ça sera compliqué quand même d'en trouver deux. Hein. T'as la Hongrie qui est vice-championne du monde, les Croates, les Grecs, le Monténégro, la France et la Géorgie. Faut pas oublier la Géorgie. Donc ce groupe de 6 là sera beaucoup plus homogène. On sait toujours pas qui sera aux manettes, hein, puisqu'on a évoqué, confirmé par Hugo Fontani, que visiblement donc Florian Brouzot serait le DTN adjoint de Denis Hauguin, donc responsable du polo, et que Vjeko Kobechak prendrait Léa. On n'a pas d'infos plus en avant que ça. Donc Pas de confirmation. Ouais. Ouais, donc on verra quand les dates approchent, on aura forcément quelque chose. Et puis ça va être la compétition majeure de 2026. Donc écoute, on suivra nos petits bleus attentivement. Ouais, dans le groupe Malte, effectivement, qui est régulièrement qui accompagne la France, hein, que ce soit dans les qualifs ou après dans le championnat. On a parlé avec Aurélien Cousin. Vous pouvez réécouter l'épisode aussi. Après, il va falloir quand même s'extraire malgré tout. Hein, mais c'est pas forcément gagné contre Malte parce qu'on sait que ça sera le match décisif. Mais voilà. Non, mais on a vu qu'au qualif, Ils sont on passés de égalise. justice. Hein. Ouais, on égalise à 20 secondes de la fin, on gagne au penalty simplement. Alors c'était à Malte, là ça sera sur un terrain neutre, mais le polo maltais, il y a une dynamique autour du polo maltais. Le polo maltais est je vais pas dire en ébullition, mais ce championnat estival où ils font venir du monde, plus voilà, Malte est en progrès et se qualifie maintenant assez régulièrement et a failli nous faire chuter sur la qualif. Il faudra prendre ce match très au sérieux. Ce sera le match pour la bascule avec le jumelage de l'autre côté. Et puis, la Hongrie nous semble peut-être supérieure, mais il y a rien qui nous empêche aussi d'accrocher le Monténégro. Hein. Donc, écoute, on suivra ça avec intérêt. Ouais. Et puis Malte qui a fait des bons résultats en U18 hein, aussi, donc qui prépare potentiellement la suite. Donc faut se méfier. Malte, c'est pas gagné et comme tu l'as dit, effectivement, on l'a gagné qu'au penalty lors des qualifs. Bon, avec une équipe remaniée, soit, mais en tout cas, le résultat brut, il est ce qu'il est. Remanié de mémoire, à part Hugo Fontani qui y était pas, le reste, c'était l'équipe type. Hein. Bon, il y avait quand même des jeunes qui participaient. Oui, mais les jeunes, tu vas les retrouver là. Hein. C'est l'équipe. T'as perdu 6-7 joueurs après les Jeux, donc tu vas intégrer des jeunes, mais c'est l'équipe que tu auras. L'équipe que tu avais à Malte, à part Hugo Fontani, c'est l'équipe que tu auras à Belgrade à peu de choses près. Mais non, ça va être. Bon, après, je pense quand même qu'on va s'en sortir. Hein. Je suis confiant. On reste quand même les favoris d'une confrontation contre Malte au polo. Faut pas exagérer, mais il faudra pas le prendre par-dessus la jambe. Et puis moi je te dis, il faut battre Malte et essayer d'arracher le Monténégro pour basculer de l'autre côté, au moins déjà avec une victoire. Bon après ça va être compliqué, hein, les Grecs, les Croates, même la Géorgie, mais tu bats la Géorgie et le Monténégro, ce serait quand même déjà une belle perf, même si tu te qualifies pas pour les demi. On parle de demi-finale de championnat d'Europe, hein, c'est quand même pas rien. Au moins voilà, battre la Géorgie, accrocher le Monténégro, je pense que et battre Malte, c'est les objectifs. Oui, mais ça promet des beaux matchs qu'on suivra et qu'on aura plaisir à débriefer. Après, bon, sur les autres groupes, bon, l'Italie devrait avoir une première phase relativement tranquille. Est-ce que ça sera avec Sandro Campagna? Pareil, on n'a pas forcément d'infos. Moi, j'ai rien vu passer là-dessus. Non, moi non plus. Et puis après, effectivement, tu l'as bien dit, il y a quelques gros qui passeront pas forcément sur la demi-finale, hein, que ce soit dans ce deuxième groupe d'un côté ou de l'autre, il y aura forcément des équipes qui resteront sur le carreau parmi les très très gros. Après, l'écrémage est moins fort de l'autre côté. De l'autre côté, il y a 3 équipes pour 2 places. Hein. Serbie, Espagne, Italie. Je vois pas les Roumains, les Hollandais venir, les Slovaques bousculer la hiérarchie, ce qui est pas le cas dans le groupe A et B. Parce que dans le groupe A et B, entre Hongrie, Grèce, qui sont les favoris, Hongrie, Grèce, Croatie, il y en a un qui devra sauter. Mais les équipes derrière, quand même, que sont le Monténégro, la France et la Géorgie, c'est pas le même niveau quand même que Pays-Bas, Slovaquie, Israël, quoi. Donc
Écoute, à suivre, on verra ce que ça donne. Ouais, et puis je pense qu'il peut y avoir quand même la surprise du Monténégro. On sait que Savic, qui les entraîne, va continuer à bien travailler. Et on l'avait pas dit sur l'épisode, enfin juste peut-être en intro, je crois, ou juste après dans un commentaire. Mais les Monténégrins qui avaient fini avec l'équipe U18 qui est devenue championne d'Europe et qui a été accueillie dans son pays comme des rockstars. Donc je pense qu'il y a certains joueurs qu'on devra peut-être retrouver aussi dans cette équipe du Monténégro et qui peut réserver des surprises. Oui, et ils vont forcément intégrer quand tu es champion d'Europe comme ça et puis de manière assez quand même nette. U18, c'est des joueurs, ils sont aussi bien placés sur les U20, donc oui, il va y avoir une intégration au fur et à mesure. Le Monténégro a déjà pris, rien à voir, mais a déjà fait basculer Kolod dans son effectif, l'ancien russe Dimitri Kolod, qui est un excellent joueur. Et puis, bah écoute, Savic va faire sa tambouille avec tout ça, et puis on verra ce que ça donne, mais la France est pas si loin que ça, je pense, donc à suivre. À suivre. Mais voilà. Avec la matière que nous avions pour cette première journée de championnat, un épisode plus court que les autres. On espère qu'on aura plus de matière pour la deuxième journée, même si on vient de le dire, on n'aura pas forcément beaucoup de matchs à se mettre sous la dent. J'espère qu'on pourra suivre tous ces matchs soit sur la plateforme Sportall, soit sur les réseaux sociaux des clubs, avec des diffusions de qualité pour promouvoir notre sport. Et ainsi, on l'espère, avoir toujours plus de spectateurs et de téléspectateurs. Et je tiens quand même aussi à saluer malgré tout le travail qui est fait par les clubs pour faire venir du monde dans les piscines, essayer malgré ce championnat réduit à travailler pour développer le sport, développer les partenaires, créer des communautés. Et c'est pas facile tous les jours, donc bravo à tous ceux qui s'engagent aussi là-dessus. Exactement, Christophe, il fallait le souligner, tu fais bien de le faire. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode, et on espère que ces quelques mots vous auront ravis, et on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci, ciao à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.